Je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. La grande idée de Popper, et elle est bien exposée dans Conjecture et réfutation, c'est que, contrairement à ce qu'on pense spontanément, le but de la science, ça n'est pas de vérifier des hypothèses. Le but de la science, ça n'est certainement pas de vérifier des hypothèses, ou des thèses d'ailleurs, mais tout au contraire, le but de la science, la démarche scientifique authentique, ça consiste à essayer de réfuter, de falsifier, comme dit Popper. Falsifier, ça veut dire, c'est un anglicisme, ça veut dire réfuter, essayer de tester par des expérimentations une hypothèse en essayant de montrer qu'elle est fausse. Autrement dit, spontanément, tout le monde pense que la science, ça consiste à essayer de vérifier des thèses ou des hypothèses. On possède par vérification. Est-ce que vous avez bien vérifié par une expérimentation la thèse que vous défendez? Voilà ce que spontanément on a envie de dire aux scientifiques. Pas du tout, dit Popper. Le rôle de la science, le travail scientifique authentique, c'est un travail donc de falsification au sens de la réfutation. Le vrai scientifique, c'est celui qui part d'une hypothèse, d'une conjecture, et qui essaye de la réfuter, qui essaye de montrer qu'elle est fausse. Et si ça tient le coup, ça devient intéressant. Conjecture et réfutation. Je vais y revenir, mais commençons par écarter, comme le fait Popper, les deux attitudes fausses. Il dit, voilà, il y a deux attitudes fausses qui toutes deux relèvent de ce qu'il appelle, alors il aime bien jargonner, ça c'est un peu son défaut, mais enfin c'est le défaut de l'époque, ce qu'il appelle le vérificationnisme, c'est-à-dire cette attitude qui prétend que la science vise à vérifier des thèses ou des hypothèses. Il dit, voilà, il y a deux visages du vérificationnisme, il y a l'intellectualisme cartésien et l'empirisme anglais. Tous les deux prétendent que la science consiste à vérifier des idées, ou vérifier des thèses, ou des hypothèses. Alors, on le voit avec l'intellectualisme cartésien. Vous voyez, si vous vous souvenez du cours sur Descartes, ou de Descartes tout court, c'est pas plus mal, eh bien, vous vous souvenez que Descartes essaye de trouver une évidence, une certitude absolue qui résiste au doute, le fameux cogito. Je pense donc je suis, ça c'est certain. Je peux douter de tout, mais pas de ça. Et pourquoi Descartes procède-t-il ainsi? Parce qu'il a cette idée de reconstruire toute la science en allant de cette première certitude à toutes les autres. On va aller de certitude, en quelque sorte, en les enchaînant dans les méditations. On essaye d'enchaîner à partir d'une certitude première, les autres certitudes pour former une espèce de chaîne de certitudes ininterrompue. Donc à partir d'une première proposition évidente, dit Descartes, certaine, eh bien on va enchaîner les certitudes. Et bien évidemment, aux yeux de Popper, c'est une démarche qui ne tient pas la route, en tout cas pas du tout scientifique. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a un cercle vicieux. Toute proposition première, par définition, est une proposition non démontrée. En mathématiques, ça s'appelle les axiomes ou les postulats. Par définition, les premiers principes ne sont pas démontrés. Et ce qu'on appelle la démonstration, c'est le passage justement des axiomes au théorème, le théorème étant une proposition démontrée, eh bien ça suppose bien qu'on parte de quelque chose qui n'est pas démontré. Et donc c'est ce qu'on appelle l'axiomatique aujourd'hui. Dans une axiomatique, dans une théorie mathématique, on part toujours par définition de termes non définis, sinon c'est un régressus à l'infini, et de propositions non démontrées. Sinon, il faut d'autres propositions pour démontrer les premières, et on régresse à l'infini sans parvenir jamais à une proposition première qui soit certaine. Alors, dit Descartes, oui, mais ma proposition première, elle n'est pas démontrée, mais elle est évidente. Alors évidemment, Popper éclate de rire en disant la notion d'évidence, pour un scientifique, c'est celle dont on se méfie le plus. Que d'absurdités ont été tenues, combien d'absurdités ont été tenues comme évidentes par combien de scientifiques au fil de l'histoire des sciences? Combien d'absurdités tenues pour des évidences, des milliers. Et par conséquent, en appeler à l'évidence, c'est le contraire d'une attitude scientifique. Alors on se tourne vers l'empirisme et on pense que ça va aller mieux. Qu'est-ce que c'est que l'empirisme? L'empirisme, on l'a vu aussi avec Hume, on a analysé longuement la théorie humienne de la science. L'idée fondamentale, c'est que l'intellect est passif au départ et qu'il procède par observation répétée. On observe des séquences. Et passivement, la statue de Condillac est odeur de rose, c'est une cire vierge. La métaphore de Hume, c'est que c'est une page blanche dans laquelle on n'a pas encore imprimé des caractères. Eh bien, à partir de cet esprit passif, c'est l'observation qui va en quelque sorte imprimer des séquences dans cette cire de l'esprit passif au départ. Et donc, on va observer en quelque sorte des séquences, et puis après, on va formuler des hypothèses. Alors, ça suppose un minimum d'activité de l'esprit dont on ne sait jamais trop comment, chez les empiristes, il s'introduit. Mais enfin, on a observé des répétitions. Par exemple, on a observé 100 fois, 1000 fois que, je ne sais pas, le jour succède à la nuit ou que l'eau bout autour de 100 degrés. Et donc, on va faire une hypothèse et après, on essaiera de la vérifier. Bon.
L'idée, si vous voulez, et on la vérifiera par une expérience répétée. C'est ce qu'on appelle le raisonnement par induction. Le raisonnement par induction, c'est l'idée que, ayant observé 100 fois, 1000 fois que l'eau bouillait autour de 100 degrés, on va émettre une loi et l'eau bout à 100 degrés, et puis après, chaque répétition de l'expérience viendra en quelque sorte la vérifier. Alors, Hume savait très bien lui-même, et c'est pourquoi il était sceptique, que le raisonnement par induction, que l'observation de séquences répétées ne pouvait jamais non plus conduire à une certitude absolue. Je peux avoir observé 1000 fois que l'eau bout à 100 degrés sans être absolument certain que la 1001e fois elle va en faire autant, ni être absolument certain que dans des conditions un peu différentes elle en fera autant. Et c'est vrai que si je monte en haut des Alpes, l'eau ne bourra plus à 100 degrés, comme on sait. Donc la répétition des observations ne conduit jamais à une certitude. Voilà pourquoi Hume disait, voilà, toute science repose sur le raisonnement par induction, repose sur l'observation, elle est empirique. Et donc, je suis sceptique puisque aucune science ne parvient jamais à une certitude absolue. La science ne parvient qu'à des probabilités. Ou plus exactement, pour parler comme Hume, la science n'est qu'une croyance parmi d'autres. Je tiens pour vrai la proposition l'eau bout à 100 degrés parce que j'y crois. Et j'y crois pourquoi ? Parce que je l'ai observé et j'ai observé la répétition de cette expérience des centaines de fois. Donc j'y crois. Mais vous voyez, ce à quoi ça conduit, c'est le scepticisme même, ou ce que Husserl appellera le psychologisme. La science n'est qu'un sentiment parmi d'autres. C'est un sentiment de croyance. Ce qu'on traduira en allemand par Fürwahrhalten, c'est la meilleure traduction. Tenir pour vrai. Je tiens pour vrai que l'eau bout à 100 degrés parce que j'ai l'habitude d'observer que l'eau bout à 100 degrés. Mais c'est une croyance, c'est une attente, une expectation, si je puis dire. Et donc on attend quelque chose qui va venir, on a une attente, une probabilité, mais c'est une croyance, c'est un sentiment psychologique. Et c'est là que Popper intervient. Popper dit oui, évidemment, Hume a raison. Si on fonde la science tout entière sur l'expérimentation au sens où il l'entend, sur le raisonnement par induction, l'observation de séquences répétées, alors évidemment, Hume a raison, nous ne parvenons jamais à aucune certitude. Et en effet, la science n'est qu'un sentiment psychologique parmi d'autres, un sentiment d'attente, un sentiment de croyance. Je m'attends à ce qu'il se fasse jour demain, voilà, parce que c'est la nuit. Eh bien, bien sûr, si on procède de cette manière-là, avec cette idée que la répétition des expériences va vérifier progressivement ou augmenter la probabilité de vérité d'une proposition ou d'une hypothèse, alors évidemment, on est conduit au scepticisme. Mais, dit Popper, la science ne procède pas ainsi. Ni comme Descartes par une chaîne d'évidence ou de certitude, ni comme Hume comme une chaîne de vérification par induction, par répétition de séquences observées, mais la science, dit-il, possède par conjecture et réfutation. Et au lieu de dire « je vais accumuler les expériences pour vérifier », non, pas du tout. Le vrai scientifique, c'est celui qui va imaginer des expérimentations, c'est-à-dire des tests de falsification de l'hypothèse qu'il a lui-même émise. Voilà le vrai scientifique. C'est celui qui s'acharne contre lui-même. C'est ça l'esprit critique, à mettre en doute ce qu'il a lui-même édicté. Et Popper prend dans Conjecture et réfutation un exemple que j'aime beaucoup parce qu'il est très simple et très pédagogique, il est très compréhensible. Voilà, dit-il. Soit la proposition, tous les signes sont blancs. Je peux, attitude empiriste, essayer de vérifier la proposition en faisant des observations dans les lacs à Londres ou ailleurs, parce qu'il habite à Londres à cette époque. Eh bien, je vais regarder, en effet, je vais accumuler 10 000, 50 000, 100 000 signes blancs et j'aurai le sentiment que la proposition est à peu près vraie. Pas tout à fait certaine, probable. J'aurai accumulé des vérifications. Bien évidemment, je ne parviens pas de cette manière-là, c'est le scepticisme de Hume, à une certitude absolue. Enfin, il est probable que tous les signes sont blancs. En revanche, dit Popper, si je vois un seul signe noir, et évidemment il existe des signes noirs, nous le savons, si je vois un seul signe noir à bec rouge en plus, eh bien, je sais une fois pour toutes que la proposition de tous les signes sont blancs est fausse. Et là, j'ai une certitude absolue. Regardez comme c'est intéressant. Je suis totalement certain que la proposition de tous les signes sont blancs est fausse. Dissymétrie entre l'erreur et la vérité. J'ai fait l'hypothèse, voilà la conjecture, que tous les signes étaient blancs. J'ai installé un test, non pas de vérification, mais de falsification. Je suis allé voir dans tous les lacs de Londres, j'ai trouvé un signe noir à bec rouge, je sais que mon hypothèse est fausse. Eh bien, je rejette la conjecture qui a été réfutée. Et donc on voit que, d'une certaine manière,
L'épistémologie poppérienne, la science poppérienne, elle est une synthèse de ce que le rationalisme a de juste et ce que l'empirisme a de juste. Et elle rejette les deux défauts. Ce que le rationalisme a de juste, c'est la volonté de certitude, la volonté de sortir du scepticisme. Je sors du scepticisme par le rejet certain de l'erreur. Et en revanche, ce que l'empirisme a de juste, c'est qu'il faut recourir à l'expérience, contrairement à ce que dit Descartes, pas se contenter d'enchaîner des chaînes de raison et d'évidence ou de pseudo-évidence ou de certitude ou de pseudo-certitude. Il faut recourir à l'expérience pour parvenir à falsifier, réfuter les hypothèses scientifiques. Et puis on verra tout à l'heure que quand les hypothèses résistent, elles vont faire partie de ce que Bachelard appelait les vérités sanctionnées. Bachelard, qui est un autre épistémologue, un autre philosophe des sciences, français celui-là, de la même génération que Popper, de ce début du XXe siècle, disons depuis les années 30-40, eh bien, on peut dire qu'une vérité qui a résisté à des tests importants de falsification, de réfutation, est une vérité qui va appartenir à cette histoire sanctionnée, on peut dire, des sciences. On ne dira pas que c'est une vérité absolue, mais on dira que c'est une vérité sanctionnée, une vérité qui a résisté, en tout cas, qui résiste. Alors, la conclusion sur cette dissymétrie entre l'erreur et la vérité, c'est sur la procédure scientifique qui est une procédure par conjecture et réfutation. Je disais tout à l'heure que Karl Popper s'était beaucoup intéressé à la pensée de Einstein et à la manière dont Einstein travaillait. Il y a beaucoup d'admiration pour non seulement sa théorie de la relativité, mais pour la manière dont il travaillait. Et Popper raconte comment il a été très impressionné justement par la manière dont Einstein avait, en 1919, joué toute sa théorie sur un test de falsification. Alors qu'il était contesté par tout le monde, que tout le monde le critiquait, il a dit voilà, moi je joue ma peau là-dessus, si je puis dire. En tout cas, je joue ma théorie de la relativité là-dessus. Je vous propose un test de falsification et vous pourrez voir si ma théorie est infirmée par ce test ou pas. Alors, en même temps, je vais y revenir dans un instant sur cette expérience que propose Einstein, ce qu'on appelle l'expérience d'Eddington, l'expédition d'Eddington. Mais pour montrer l'enjeu, en même temps, je vous ai dit que Popper s'intéresserait au marxisme et à la psychanalyse, donc avec Alfred Adler d'un côté pour la psychanalyse des enfants et puis avec les marxistes autrichiens avec ce qu'on appelle l'austro-marxisme, un marxisme encore une fois à visage humain et un marxisme critique, un marxisme non dogmatique, donc du côté de la politique. Et ce qui frappe Popper en regardant ce que fait Einstein, en regardant Einstein dire, en écoutant Einstein dire, voilà, je vais jouer toute ma théorie sur une expérimentation, sur un test de falsification, il a au contraire le sentiment que du côté de la psychanalyse et du côté du marxisme, on est constamment dans le vérificationnisme. Quand un marxiste ouvre les journaux, tout vient conforter sa vision du monde. Aucun fait ne contredit jamais sa vision du monde. Psychanalyste, pareil, c'est toujours « bon Dieu, mais c'est bien sûr ». Ça confirme l'hypothèse quelle qu'elle soit. Freud, par exemple, dit « le rêve est la réalisation d'un désir ». Voilà, la théorie du rêve chez Freud, le rêve est la réalisation d'un désir. Normalement, la réalisation d'un désir, ça devrait faire plaisir. Bon, il y a des cauchemars. Ah mais c'est pas grave, on met une hypothèse ad hoc, on dit le cauchemar c'est la réalisation d'un désir interdit, donc ça fait de la peine aux instances qui interdisent, au surmoi pour parler simplement comme les psychanalystes. Bon, et donc dans les deux cas de figure, dit Popper, c'est pas que la théorie freudienne est fausse, j'en sais rien que si elle est fausse. D'ailleurs personne ne peut dire qu'elle est fausse puisqu'elle est non réfutable. Que le rêve soit agréable ou qu'il soit désagréable, dans les deux cas de figure, le psychanalyste peut dire « bon Dieu, mais c'est bien sûr, ma théorie est juste ». Voilà. Mais elle pêche non pas par excès de réfutabilité ou parce qu'elle serait fausse, mais elle pêche par le fait que personne ne peut démontrer que c'est faux. On a le bec cloué, si je puis dire. Pareil pour le marxisme. Si un ouvrier est au Parti communiste et qu'il est révolutionnaire, on dit c'est normal. Mais s'il s'inscrit dans les phalanges fascistes de Mussolini ou dans le Parti national-socialiste hitlérien, eh bien, on trouvera une explication. Il est contaminé, il appartient à la fraction dominée de la classe dominante, il est contaminé par l'idéologie dominante, il subit la violence symbolique de l'idéologie dominante, donc il est parti de l'autre côté. Dans les deux cas de figure, que l'ouvrier soit révolutionnaire ou qu'il soit hyper réactionnaire et même fasciste, la théorie est confirmée, la théorie de l'idéologie est confirmée. Rien ne peut réfuter ni Marx ni Freud. Voilà ce qu'écrit Karl Popper à ce propos. Ce n'était pas un doute sur la vérité de ces théories qui me préoccupait, mais au contraire, ce qui était préoccupant, c'est que rien ne pouvait jamais les réfuter. Voilà le vrai problème. Au contraire, l'attitude de Einstein, le 29 mai 1919, au moment donc de cette fameuse expédition d'Eddington, elle consiste à jouer
toute sa carrière, toute sa théorie sur une seule expérimentation. Donc la thèse de Einstein, elle affirmait que les rayons lumineux décrivaient une courbe dès qu'ils étaient dans un champ de gravitation d'un corps massif, donc à proximité du Soleil, par exemple. Les rayons lumineux décrivent une courbe dans un champ de gravitation. Et pour tester cette affirmation, eh bien, le seul moyen d'observer des rayons lumineux d'une étoile située dans le champ de gravitation du Soleil, c'était justement d'attendre une éclipse de Soleil et puis d'envoyer une expédition qui prenne des photos de cette éclipse pour voir si les rayons lumineux sont courbés par la proximité avec un champ de gravitation. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, ça n'a aucun... Enfin si, c'est passionnant d'ailleurs, mais ça n'a aucun intérêt ici. Ce qui compte, c'est l'expérience. Eh bien, évidemment, Einstein dit, voilà, tel jour, telle heure, tel endroit en Afrique, vous prenez une photo, vous verrez telle chose. Et si c'est pas vrai, c'est que j'ai tout faux. Voilà. Donc les types partent, expérience d'Eddington, ils prennent les photos, tel endroit précis de l'Afrique, telle heure précise, ils prennent la photo. Et la théorie de Einstein, je dis pas qu'elle est vérifiée, qu'elle est confirmée, mais elle résiste. Elle résiste à un vrai test de falsification sur lequel, eh bien, il avait évidemment pris des risques. Et là, ça va permettre à Popper cette comparaison entre la vraie science et puis les sciences sociales, les fausses sciences, les sciences qui ne sont jamais mises en question par rien. Eh bien, ça va permettre à Karl Popper d'énumérer un certain nombre de critères qui permettent de définir la scientificité d'une science. Autrement dit, de dire ce que c'est qu'une vraie science. Eh bien, une vraie science, c'est d'abord et avant tout une théorie falsifiable. On reconnaît une hypothèse scientifique à quoi ? Au fait qu'elle est falsifiable. Avant même d'avoir tenté de la falsifier, on voit que l'hypothèse du rêve chez Freud, l'explication du rêve comme réalisation d'un désir n'est pas falsifiable. Quoi que vous fassiez avant même d'expérimenter, vous savez que vous ne pourrez pas prouver que c'est faux. Et donc, c'est pas scientifique. Au lieu que l'hypothèse de Einstein est falsifiable, il est possible de montrer que c'est faux. Et donc, on reconnaît une hypothèse scientifique au fait qu'elle est falsifiable. C'est-à-dire que la science, dit Popper, est non seulement une activité, contrairement à ce que disent les empiristes, une activité de l'esprit, une activité qui n'est pas passive, mais par définition, une activité n'est pas passive. Bon, mais enfin, je dis ça pour me faire comprendre, mais c'est aussi une prise de risque. Le scientifique est toujours dans l'audace, dans le risque. Une bonne hypothèse scientifique, c'est non seulement une hypothèse qui est réfutable, mais c'est une hypothèse risquée. Plus une hypothèse est risquée, plus elle est réfutable, deux critères, plus elle est scientifique et plus elle est intéressante, et plus elle va nous apporter des connaissances. Alors, qu'est-ce qui, justement, n'est pas scientifique dans cette perspective-là ? Vous voyez, le critère de la falsifiabilité, au sens de la réfutabilité, eh bien, c'est le critère qui va permettre à Popper de séparer vraie science et fausse science. C'est ça qui est très intéressant. Dans les fausses sciences, on a l'astrologie. L'astrologie, quand vous regardez les horoscopes, elle fait toujours très attention, presque toujours, de ne jamais rien dire qui ne soit réfutable. On reste toujours dans le vague. Voilà. Si vous prenez soin de vous, ça ira mieux. Vous verrez que votre santé ira mieux. Bon, voilà. Alors, et puis, c'est pas de chance. Si jamais vous prenez le pied ou vous attrapez le cancer, on dira, on mettra une hypothèse pour expliquer que, il y a des cas particuliers, mais que on parlait en général. Mais qu'en tout cas, par exemple, on dira, ça va quand même mieux que si vous n'aviez pas pris soin de vous. Alors, on sait parfaitement faire des horoscopes à la chaîne qui ne sont jamais réfutables. Mais il y a évidemment la métaphysique et la religion. Si je dis Dieu existe, alors c'est une proposition formidable parce que c'est une proposition que personne ne peut jamais réfuter. Personne ne peut réfuter la proposition Dieu existe. Voilà pourquoi, d'ailleurs, moi j'ai toujours dit que l'athéisme était à mes yeux un petit peu absurde lui aussi, parce qu'il prétend réfuter l'existence de Dieu. Pourquoi je dis que je suis agnostique ? C'est pas pour laisser la porte entrouverte, c'est parce que, prouver l'inexistence de Dieu est évidemment aussi impossible que de prouver son existence. Peut-être même encore plus, parce qu'au moins il y a quelques preuves de l'existence de Dieu qui sont, à mon avis, évidemment non crédibles, mais enfin qui ne sont pas absurdes. Quand les gens disent, voilà, il faut bien qu'il y ait une cause du monde, ou le monde est très bien fait, il faut bien qu'il y ait un créateur intelligent. Bon, en tout cas, ça tient un peu la route, c'est pas totalement absurde. Tandis que vouloir démontrer l'inexistence de Dieu, alors là, aucune chance d'y arriver. Et puis, il y a le marxisme et la psychanalyse. Et d'une manière générale, beaucoup de sciences sociales, mais enfin, le marxisme et la psychanalyse sont non réfutables. J'y reviendrai tout à l'heure parce qu'il y a quelques exemples plus puissants que ceux que j'ai donnés, mais de toute évidence, ce sont des perspectives non réfutables. Par exemple, prenons quand même un petit exemple dans le marxisme. Si je dis que l'avènement du communisme est nécessaire,
que le capitalisme, comme dit Marx dans le livre 1 du Capital, c'est sa propre phrase, engendre sa propre négation avec la nécessité qui préside aux métamorphoses de la nature, dit-il. Donc le capitalisme s'autodétruira et se dépassera lui-même dans une société sans classe et sans exploitation et sans État, la société sans aliénation, le communisme. Eh bien, si je dis que le socialisme est nécessaire au sens où il adviendra nécessairement, c'est évidemment non réfutable. Vous ne pouvez pas réfuter cette proposition. Vous ne pouvez imaginer aucun test qui permette de la réfuter. Tant qu'il n'est pas là, l'espoir est permis. Le déterminisme c'est très intéressant. Le déterminisme est une proposition non réfutable. C'est pas une proposition scientifique. La plupart des scientifiques s'y trompent. J'avais cette discussion avec une biologiste, avec une amie biologiste qui me disait « Mais évidemment que le déterminisme, c'est-à-dire tout est fait à une cause, est une proposition scientifique. » Mais pas du tout. C'est métascientifique, c'est une proposition métaphysique, mais la proposition selon laquelle tout est fait à une cause n'est pas elle-même réfutable. Par définition, vous pouvez toujours postuler que tout est fait à une cause. Vous ne pouvez jamais réfuter cette proposition. Vous ne pouvez jamais inventer un test qui montrerait qu'un événement n'a pas de cause. Et donc, paradoxalement, contrairement à ce qu'on croit, le principe même du rationalisme, du mécanisme classique, le principe de causalité, tout est fait à une cause, c'est une proposition métascientifique, c'est pas une proposition scientifique à proprement parler. Jamais vous ne pouvez réfuter l'idée qu'un acte humain ou un événement dans le monde ne serait pas conforme au principe du déterminisme, n'aurait pas de cause. Vous ne pouvez jamais prouver qu'il y a un acte gratuit, par exemple. Tout le monde vous dira, mais cet acte est en apparence gratuit, désintéressé, mais la vérité, c'est qu'il y a en dessous des motivations, des causes inconscientes, etc., etc. Et donc, vous pourrez toujours invoquer une causalité inconsciente, non visible, X ou Y, pour maintenir votre principe de déterminisme. Et par conséquent, oui, bien sûr, le déterminisme n'est pas une proposition scientifique. Il fonde la science d'une certaine manière, mais il n'est pas une proposition scientifique. Donc pour que une proposition soit réfutable, on pourrait définir logiquement ce qui fait qu'une proposition est scientifique, qu'elle est réfutable. Eh bien, il faut qu'elle exclue la possibilité de certains événements dans le monde. Autrement dit, une vraie hypothèse scientifique, elle doit exclure la possibilité de quelque chose. Si vous acceptez aussi bien A que non A, si vous acceptez aussi bien que le rêve est désagréable ou qu'il est agréable, si votre théorie rencontre des deux, si une théorie rencontre aussi bien de A et de non-A, alors ça n'est plus une théorie réfutable, ça n'est plus une théorie scientifique. Prenons un dernier exemple peut-être pour être bien compris, parce que celui-là, il est assez grandiose et il est très parlant. La théorie des révolutions chez Marx. Marx pensait que la révolution capitaliste, et il ne cesse de le dire, alors il y a des centaines et des centaines de textes, il n'a jamais varié là-dessus. Marx pensait que la révolution capitaliste se produirait au moment où ce qu'il appelle les forces productives d'une société, donc ces forces productives qui sont en jeu, disons, dans l'industrie, et qui sont incarnées dans une classe sociale qui est en l'occurrence le prolétariat, pour ce qui est du monde capitaliste, eh bien quand les forces productives seraient tellement développées, si bien développées, si avancées, et l'industrie si développée, que ça ferait exploser les rapports de production, c'est en l'occurrence la propriété privée. Et que la propriété privée qui fait que la production n'est pas planifiée, que la production est anarchique et qui du coup engendre selon Marx des crises de surproduction, donc des destructions massives des forces productives, et bien que cette contradiction entre des forces productives très développées d'un côté et puis de l'autre, des rapports de propriété privée, la liberté d'entreprise anarchique et non planifiée, eh bien cette contradiction-là finirait par faire exploser le capitalisme et que on passerait inévitablement à une société socialiste. Bon, pas de chance. La première révolution socialiste, comme on sait, elle se produit en Russie. C'est-à-dire le pays le plus archaïque d'Europe, tout le contraire de ce que prévoyait Marx. Marx était convaincu que la révolution adviendrait en Angleterre et en France, et elle advient en Russie. Pays complètement dénué d'industrie, pays agricole, pays archaïque sans aucune espèce de développement des forces productives, pratiquement pas de capitalisme en Russie, et donc le truc ne colle absolument pas. Que fait Lénine ? Eh bien Lénine, il met en place ce que Popper, dans son vocabulaire qui est très bien fait là pour le coup, appelle une hypothèse ad hoc. Il va inventer une hypothèse précisément pour expliquer ce que la théorie
originelle n'explique pas, ou ce qui réfuterait la théorie originelle, et pourquoi il va mettre en place une hypothèse ad hoc, c'est une hypothèse destinée juste à expliquer ça, pour, dit Popper, immuniser la théorie. Une fois qu'on aura mis l'hypothèse ad hoc, plus rien ne pourra attaquer la théorie, plus rien ne pourra la falsifier, plus rien ne pourra l'entamer. Quelle est la théorie de Lénine qui permet d'expliquer que la révolution, contrairement à ce que disait Marx, eh bien la révolution advient en Russie et pas en Angleterre ou en France, pas dans des pays développés, c'est la fameuse théorie léniniste du maillon le plus faible. Il y a une chaîne de pays capitalistes, une chaîne de pays qui se tiennent la main pour empêcher la révolution d'advenir. Et qu'est-ce qui pète en premier, qu'est-ce qui casse en premier dans une chaîne? Eh bien, c'est le fameux maillon le plus faible. Et donc, on va expliquer le fait que la révolution advienne en Russie par le fait que la Russie est le maillon le plus faible des pays d'Europe qui se tiennent les coudes pour empêcher la révolution d'advenir. C'est le maillon le plus faible, alors c'est là que ça casse, donc c'est pas de chance, c'est pas dans un pays capitaliste développé, c'est dans un pays très archaïque et un pays de paysans, mais c'est quand même là qu'on peut expliquer. Alors une fois qu'on a mis cette hypothèse ad hoc en place, la théorie, comme dit Popper, elle est immunisée. C'est-à-dire que du coup, la théorie des révolutions de Marx était encore un peu scientifique. Elle pouvait être contredite par la réalité. Là, elle est immunisée complètement. Elle est vaccinée, quoi. Elle ne peut plus être contredite par la réalité. Et par conséquent, elle devient une théorie intégralement non scientifique, c'est-à-dire non falsifiable. Ça ne veut pas dire que ce soit faux, encore une fois. Popper ne dit pas que la théorie psychanalytique ou la théorie marxiste sont des théories fausses. D'ailleurs, s'il disait ça, ce serait complètement absurde, puisqu'il dit qu'on ne peut pas montrer qu'elles sont fausses. Il dit simplement qu'elles ne sont pas scientifiques, ce qui n'est pas la même chose. Et donc que les sciences sociales, pour l'essentiel, en tout